commercialise une matière. Cette matière-là, elle est composée en fait d'un dérivé de l'huile de ricin qui est 100% biosourcé, qui existe depuis plus de 70 ans. Ce dérivé, on l'utilisait coupé avec du pétrole. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en fait renforcer ce dérivé de l'huile de ricin avec des farines végétales. Je pense qu'aujourd'hui, Greenfib propose une alternative au plastique pétro-sourcé et surtout une solution pour fabriquer des produits qui durent dans le temps. Nous, on est soutenu par BPI, que ce soit sur la partie financière, la partie mise en relation, et c'est de bon augure pour la suite et les générations futures aussi. FarmCube développe des fermes verticales qui permettent de produire massivement et écologiquement en utilisant 99% moins d'eau et zéro pesticide. Nous, on est accompagnés par BPI depuis le début de la création de la société. Au début, ce qu'on avait, ce n'était pas des plantes, ce n'était pas de la technologie, c'était vraiment une idée, une vision, et ils ont tout de suite aidé juste sur le postulat de cette vision. Et par la suite, donc, ils nous ont accompagnés au travers de plusieurs subventions, plusieurs concours qu'on a gagnés, et maintenant, on est membre du Coq Vert. Coq Vert, un mouvement qui a été lancé il n'y a pas si longtemps et qui démontre bien de leur engagement, avec notamment des réunions autour du climat, des sommets autour du climat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Dijon, qui permettent de rassembler et de fédérer un écosystème d'entrepreneurs autour de la question du climat. Et donc ça démontre un engagement fort de la part de BPI sur cet aspect-là. L'écologie passe d'abord par des économies. Nous avions réalisé 37% d'économies sur la partie électricité, et en augmentant notre CA de façon considérable. Beaucoup de gens sont réticents sur l'écologie parce que l'écologie et l'économie, on a tendance à dire que ce n'est pas compatible. Mais c'est faux. C'est faux parce que quand je vois les économies que j'ai faites dans mon entreprise, il y a un intérêt pour la planète et il y a un intérêt pour l'entreprise. Nous, on s'est réinventé grâce à l'écologie. Et pour parler du climat, je reçois mes trois invités. Bonjour à vous, merci d'être là avec nous. Hugo Meunier, vous êtes président fondateur de Merci Raymond qui ramène le végétal dans l'espace urbain. Merci d'être avec nous, Hugo. Merci pour l'invitation. Sandra, vous êtes Sandra Ray également, vous êtes avec nous, bienvenue. Vous êtes fondatrice de Glowy, un système lumière biologique qui permet de réduire l'impact environnemental de la lumière. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous aussi Simon Bernard, vous êtes cofondateur de Plastic Odyssey qui s'attaque à la pollution plastique dans les océans. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Merci, bonjour. Merci à tous de venir parler du climat et de vos projets écologiques avec nous. On va commencer avec Sandra. Vous proposez une alternative écologique pour illuminer le paysage urbain. On parle aussi de biomimétisme. Alors qu'est-ce que c'est le biomimétisme ? Alors le biomimétisme, c'est le fait de considérer que la nature est une source inépuisable d'innovation finalement, puisque c'est l'industrie la plus propre et la plus efficace. Et donc nous, on s'intéresse à un phénomène particulièrement qui s'appelle la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, donc c'est les lucioles ou les vers luisants, mais aussi plus de 80% des animaux marins, enfin des organismes marins. Et donc l'idée, c'est de se dire ces organismes dans la nature sont capables de le faire. Aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent de copier, d'imiter ces phénomènes-là. Et donc peut-être que ça peut amener des solutions plus durables dans nos vies. Hugo, vous voulez redonner une place au végétal dans le milieu urbain. Alors, quelles actions est-ce que vous menez et quel est l'impact de vos actions sur les villes ? Alors effectivement, on est de plus en plus d'urbains et on s'est de plus en plus éloigné de la nature. On l'a vu après le confinement avec ce besoin d'être proche de cette nature. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous, Merci Raymond, ça va faire 6 ans qu'on mène des actions pour remettre le vivant en milieu urbain. Donc ça a que des bénéfices, c'est-à-dire que ça va créer du lien social. Quand on crée un jardin, les gens vont pouvoir se retrouver, avoir un espace de vie. Ça va diminuer la chaleur. On voit les canicules qui émergent de plus en plus en période estivale. Et également, ça va recréer des îlots de biodiversité, ça va recréer peut-être des légumes. On peut replanter des fermes en périurbain. Donc aujourd'hui, par exemple, on a gagné une ferme de 1 hectare à Châtenay-Malabry, dans laquelle on va faire une concession d'une exploitation agricole avec un modèle financé à travers du maraîchage bio et en permaculture. Et donc Merci Raymond a, on va dire, la palette de métiers pour remettre le vivant en milieu urbain qui s'adapte aussi aux contraintes de la ville. Et donc travailler sur des dimensions d'esthétique, travailler avec les urbanistes, les architectes, les décideurs publics, les élus. Et donc c'est un peu notre mission. Aujourd'hui on est 40 personnes avec des métiers très différents. Ça va de paysagiste, ingénieur agronome ou encore architecte, jardinier, maraîcher. Voilà, donc c'est des projets que vous menez avec les mairies, en collaboration avec les mairies ? Il y a les mairies, il y a aussi les conseils régionaux. Exactement, mairies, régions, privées également, que ce soit des bureaux. On a eu la chance de végétaliser les espaces de Glowy par exemple. Génial. Donc là on recrée un cadre végétalisé
intérieur, donc comment on recrée du bien-être auprès des collaborateurs, des salariés, mais également à plus grande échelle, quand on travaille par exemple avec la ville de Paris. On a récemment remporté un toit dans le 5e arrondissement, qui est au-dessus d'une école de l'école des sourds, dans lequel on va planter une ferme de fleurs sur 700 mètres carrés. Et l'idée, c'est là de travailler plutôt sur la thématique de la biodiversité. Et aussi reconnecter les enfants des villes avec la nature dans ce genre de projet. Complètement, les enfants, les grands-parents. Nous, on travaille avec des résidences de papy-mamie, on travaille avec des écoles, on travaille aussi dans des cités. On intervient à Stein en Seine-Saint-Denis, à la Grande Borne à Grigny. Et l'idée, c'est aussi de recréer du mieux vivre et de se réapproprier des quartiers qui ont été finalement très bétonisés dans les années 80. Donc c'est des erreurs urbanistiques aussi de penser soit ces espaces très éloignés des centres urbains, soit de mettre du tout béton sur les places. Par exemple, on pense à la place de la Nation à Paris, où en fait on a débétonisé. Donc on est revenu sur ce qui avait été fait pour réintégrer cette nature. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, et qui aurait pensé que les gens se retrouvent au milieu d'un rond-point, puisque c'est un jardin, et ils se réapproprient ces espaces-là. Simon, vous voulez verdir un espace qui est dominé par les hommes, je parle des océans. À travers des projets comme les vôtres, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra venir à bout du fameux continent en plastique ? Alors en fait, c'est marrant parce qu'on a tous cette image du continent de plastique, alors qu'en réalité, la pollution de l'océan, elle ressemble pas du tout à ça. Ah, elle ressemble à quoi ? Alors justement, elle est invisible. Même le continent, ce qu'on appelle le continent de plastique, c'est une grande zone de forte concentration de microparticules. Mais il faut savoir que si on ramasse la totalité, ce qui est quand même très compliqué parce que c'est des petites particules, si on ramasse la totalité de ce 7e continent, on a la même chose que ce qui se déverse tous les 3 jours dans l'océan. Donc en réalité, la pollution plastique, elle est invisible parce qu'elle est au fond de l'eau et elle est dissoute en microparticules. Donc toutes les minutes, on ajoute 20 tonnes de plastique dans l'océan. Et en fait, on ne le voit pas parce qu'il n'y a quasiment rien à la surface. On retrouve moins d'1% de cette pollution sur la surface du globe. Et donc le vrai enjeu, c'est d'essayer d'éviter que ce plastique arrive dans l'océan. Si on veut vraiment dépolluer l'océan, en réalité, la seule chose qu'on peut faire, c'est de fermer le robinet et c'est d'arrêter ces 20 tonnes de plastique par minute. Et ça, c'est une partie de vos actions. Sur quoi exactement vous travaillez ? Et alors nous, donc, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait avoir le plus gros impact pour fermer ce robinet. Et donc en réalité, aujourd'hui, on a environ 5 milliards de tonnes de déchets qui ont été produits, donc qui sont là, dans des décharges sauvages, et en grande partie dans des pays qui n'ont pas accès à de la gestion de déchets, surtout en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, des pays à bas et moyens revenus, qui croulent sous les déchets, qui aussi subissent l'export de déchets des pays les plus riches comme les États-Unis ou l'Europe. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de démocratiser des systèmes de recyclage qui coûtent pas cher, qui vont être le plus low-tech possible, c'est-à-dire qu'on peut les construire dans le monde entier grâce à des outils de base, et surtout faire ça en open source. Ça veut dire qu'il n'y a pas de brevet, chacun peut copier ses machines, les répliquer et monter sa propre petite usine de recyclage pour transformer les déchets et en faire quelque chose qui va avoir de la valeur. Ce qu'on cherche, c'est vraiment créer de l'entrepreneuriat social, faire des matériaux de construction, faire des tuyaux pour les canalisations, des maisons. On peut faire des maisons à partir du plastique recyclé, ou faire de l'énergie quand on ne peut pas recycler le plastique. Donc vraiment, toutes les solutions techniques qui permettent de prendre quelque chose qui n'a pas de valeur et d'en faire quelque chose d'utile dans les pays qui sont les plus touchés. Ça a l'air considérable, le travail à fournir pour arriver à un résultat concluant. Et alors, il faut se dire que, donc c'est pour ça qu'on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller très vite à avoir un mouvement qui devienne viral. Et c'est la puissance de l'open source, c'est que si on arrive à partager la connaissance, on l'a vu un peu pendant le Covid, qu'en partageant la connaissance, on peut aller très très vite pour résoudre des problématiques. Donc c'est un peu notre rêve que ces solutions puissent se répandre et permettre à des entrepreneurs de créer des initiatives partout dans le monde très rapidement. Mais effectivement, c'est assez conséquent, c'est énorme, hein, parce qu'on produit énormément de déchets. Donc il y a une grosse aussi problématique de comment est-ce qu'on consomme moins de plastique. C'est quand même ce qu'il va falloir faire pour qu'on arrête d'avoir autant de déchets. Mais si on regarde vraiment les déchets qui sont là, si on arrive à recycler un déchet sur 2 dans juste 20 pays, ça veut dire les 20 pays les plus contributeurs, on a un impact de 40% sur la pollution mondiale. Donc en fait, on se rend compte qu'on peut quand même, en ciblant vraiment les hotspots, avoir un impact assez conséquent. Vous, comme Sandra, vous avez chacun mis au point 2 technologies de rupture. À quel moment, quand on a ce genre d'idée, on se dit que c'est possible de le réaliser? C'est-à-dire qu'à quel moment l'idée devient une action et qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à partir sur ce projet, sur ce beau projet?
Déjà, moi, dans mon cas, le premier constat, c'est que la nature le fait et qu'on sait le limiter. Donc on se dit, bon, il y a déjà une base techno, une littérature depuis des dizaines d'années sur le phénomène qui font qu'on est capable d'en faire quelque chose. Et ensuite, il y a une chose qui est très importante, c'est de se rendre compte, et qui est la motivation pour justement réussir à créer derrière l'opportunité, c'est de se rendre compte que les gens en ont besoin, tout simplement. Et donc nous, on a commencé à parler du projet, c'était un projet étudiant au départ, donc très naïvement à parler de ce projet-là, et on a reçu tout de suite des centaines de demandes de gens qui voulaient absolument s'intéresser à ce système et l'utiliser. Et donc ça donne forcément un jus pour se dire, là en fait j'ai plus trop le choix. Maintenant que j'en ai parlé et qu'on voit qu'il y a une opportunité, il faut se donner les moyens. Et après, c'est beaucoup une question d'entrepreneuriat, de prendre ses responsabilités, de prendre toutes les opportunités qui s'offrent, de suivre toutes les pistes possibles, de s'entourer aussi beaucoup. Et puis petit à petit, on arrive à construire une équipe qui est capable de résoudre ces challenges-là, de continuer aussi à les challenger pour qu'ils aillent toujours plus loin. Et donc c'est à la fois une question de disponibilité technologique et à la fois aussi une question de besoin qu'il faut adresser et qu'on n'a plus le droit de ne pas adresser une fois qu'on a vu qu'il était là, quoi. Et là, vous en êtes à quel stade du projet? Avec qui est-ce que vous travaillez Alors l'objectif, c'est vraiment pour nous de développer une gamme de mobilier urbain bioluminescent pour vraiment, on est un peu dans la même veine, c'est ramener cette nature en ville, changer la manière dont on illumine nos villes pour être plus respectueux à la fois des citoyens et de la biodiversité. Aujourd'hui, on travaille avec la ville de Rambouillet sur notre premier projet pilote qui aura lieu l'année prochaine. Donc on est en plein milieu de la création de ce mobilier urbain avec eux. On est en plein test dans nos laboratoires sur ce type de projet-là. Et on discute aujourd'hui avec une cinquantaine déjà de collectivités et aménageurs sur des projets concrets pour pouvoir ensuite déployer le système. Et concrètement, avec Rambouillet, il s'agirait de quoi dans le mobilier urbain? Alors on teste un premier mobilier urbain de signalétique, mais en fait on peut imaginer tout type de mobilier urbain dans le but de se dire, de remettre aussi en question la manière dont aujourd'hui la ville est éclairée, parce que la ville a changé, la ville se piétonise, les citoyens ont des besoins différents. Il y a un besoin de convivialité qui est énorme, un besoin identitaire au niveau des collectivités, un besoin d'attractivité qui est aussi différent. Et on se rend compte que la manière dont aujourd'hui on éclaire n'est plus forcément compatible avec les enjeux de demain, et notamment aussi les enjeux de respect de la biodiversité. Et donc c'est vraiment sur ces thématiques-là qu'on travaille, c'est de se dire, partons d'une page blanche et essayons d'imaginer comment est-ce qu'on peut éclairer différemment, grâce en l'occurrence à la bioluminescence qui offre à la fois une technologie qui est biosourcée et biodégradable, mais aussi un univers poétique qui est hyper intéressant à travailler dans ce monde de l'urbain. Un univers qui est très connecté à la nature évidemment, qui est très beau, qui est assez magique. Il n'y a pas grand monde qui a peur d'une luciole. Ouais. Et donc c'est aussi l'objectif de ramener cette poésie dans le paysage urbain à travers la nature. Et donc l'idée, c'est vraiment de développer une nouvelle philosophie de mise en lumière pour différents types d'espaces, sans avoir une vision extrêmement radicale de se dire on va régler toutes les problématiques de lumière dans le monde, parce que je pense que sur le plan écologique, il n'y a pas de vision radicale à avoir. Il faut contextualiser vraiment les innovations qu'on développe. Mais on peut imaginer dans le paysage urbain un très très grand nombre d'applications où finalement la lumière sert à donner de la visibilité, à mettre en valeur, à avoir un sentiment de sécurité, ce qui est très différent de juste sécuriser. Ouais. C'est vraiment ce sentiment de sécurité qui est important dans l'urbain. Et donc la luminescence, c'est un très bon prétexte pour opérer ce changement. Tous les deux, vous travaillez forcément main dans la main avec les collectivités. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les collectivités sont prêtes à aller vers ce que vous leur proposez? Moi, je dirais qu'il y en a beaucoup. Alors, pas toutes, évidemment. Elles n'ont pas toutes la même agilité, la même vision de l'innovation, les mêmes équipes. C'est beaucoup une question de personnes, en fait, j'ai l'impression, dans les collectivités. Ouais. Mais en tout cas, celles avec qui on travaille, nous, on est épatés par justement leur flexibilité, leur envie d'aller de l'avant, leur capacité à prendre des risques, ce qui est vraiment pas évident quand on est une collectivité, parce qu'il y a aussi des enjeux politiques derrière, évidemment. Mais en tout cas, c'est notre rôle aussi d'identifier les bonnes personnes et les collectivités qui sont prêtes à être les premiers. C'est pas à tout le monde, mais franchement, c'est assez impressionnant de voir le changement. Hugo, vous avez l'impression que quand même, Alors, c'est accueillant? Pour le coup, si je montais une boîte demain, je ne conseillerais pas d'aller directement démarcher les collectivités. C'est très très long et il faut avoir aussi un certain nombre de bilans. Il faut les convaincre et en plus de ça, les orientations politiques prennent beaucoup de temps. Ouais. Maintenant, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir à grande échelle en fait et la capacité d'avoir aussi des subventions ou des moyens financiers. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est encore très compliqué. Il y a beaucoup un gros travail à faire. Là, on parle à l'échelle des collectivités. Vous, ça se situe à l'échelle internationale. Comment est-ce que vous êtes accueillis par les investisseurs quand vous arrivez avec votre projet? Alors, c'est vrai qu'on a la chance, parce que depuis qu'on a commencé, ça fait 5 ans maintenant, le sujet de la pollution plastique et de l'environnement n'était pas autant présent. Et c'est vrai que ça, c'est dans toutes les bouches aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus facile, parce que c'est un sujet qui parle, c'est un sujet qui est visuel. Donc on voit cette pollution, contrairement à d'autres pollutions de l'océan d'ailleurs. Ouais. On la voit et on voit surtout les solutions concrètes. C'est-à-dire qu'on sait comment on peut le transformer, on peut en faire du mobilier, on peut en faire des objets utiles. Donc c'est assez simple, c'est une approche qui est plus simple, j'ai l'impression, que
le CO2 ou que d'autres pollutions parce que on visualise concrètement ça. Ouais. Mais effectivement, quand il s'agit derrière de financer de l'impact finalement qui va servir à tout le monde, il impacte tout le monde, on n'a qu'un seul océan, on est tous reliés par le même océan, ce qu'on va mettre dans l'océan à Marseille, hein, cette semaine dernière on en a vu quand même pas mal, on est basé à Marseille donc on a vu concrètement les poubelles se déverser dans la mer, bah, ça va finir en Afrique probablement, parce qu'il n'y a qu'un seul océan, donc il faut trouver des gens pour financer, qui vont permettre de financer finalement de l'intérêt général. Appel aux investisseurs, hein, 3 projets vraiment portés sur l'environnement et sur l'avenir. Donc si des investisseurs nous regardent, n'hésitez pas à contacter nos invités. Voilà, c'est terminé pour le climat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se retrouver tout de suite, très bientôt, pour les trophées de l'immatériel. Mais juste avant ça, petit retour en arrière sur ce qui s'est passé sur le Bang aujourd'hui. Et on se retrouve dans un quart d'heure.